À partir de 9 heures, les étrangers à Haven, qui avaient connu Ruth McCausland personnellement ou dans son travail, commencèrent à arriver. Toutes les places de stationnement de la rue principale ne tardèrent pas à être occupées. Le Haven Lunch faisait de bonnes affaires. Beach n'arrêtait pas de préparer des œufs, du bacon, des saucisses, des frites et de pleines cafetières. Le député Brenham n'était pas venu, mais il avait envoyé un de ses proches collaborateurs. T'aurais dû venir en personne, Joe, pensa Beach avec un méchant sourire. T'aurais pu me donner plein de nouvelles idées sur comment ça marche au gouvernement. La journée s'annonçait lumineuse et claire, une journée de fin septembre plutôt que de fin juillet. Le ciel était bleu, la température de 20 degrés seulement, et le vent d'ouest soufflait à une trentaine de kilomètres à l'heure. Une fois de plus, des étrangers arrivaient à Haven, et une fois de plus, Haven avait la chance qu'il fasse un temps idéal. Mais bientôt, qu'on ait ou non de la chance n'aurait plus d'importance, se disaient les habitants les uns aux autres, sans parler. Bientôt, ils feraient leur chance de leurs propres mains. Une belle journée, aurait-on pu dire, ce que l'été fait de mieux en Nouvelle-Angleterre. Le genre de journée qui attire les touristes. Une journée à vous mettre en appétit. Ceux qui arrivaient de l'extérieur commandaient de copieux petits déjeuners, comme toute personne jouissant d'une bonne santé, mais Beach avait remarqué que ces petits déjeuners revenaient à moitié mangés. L'appétit des nouveaux venus ne durait guère. La lumière quittait leurs yeux, la plupart pâlissaient et semblaient un peu malades. Le lunch était bondé, mais les conversations languissaient. C'est peut-être que l'air de notre petit village vous convient pas, à vous autres, se dit Beach. Il s'imagina allant dans l'arrière-boutique, où le fusil qu'il avait utilisé pour se débarrasser des deux flics trop curieux était caché sous une pile de nappes. Il s'imagina l'apportant dans la salle, son grand bazooka mortel, et nettoyant tout son restaurant de ces étrangers par le souffle purificateur d'une flamme verte. Non, pas maintenant, pas encore. Bientôt, ça n'aurait plus d'importance. Le mois prochain, oui, le mois prochain. Mais pour l'instant... Il regarda l'assiette qu'il vidait de ses restes et trouva une dent au milieu des œufs brouillés. Les Tommy Knockers arrivent, mes amis, se dit Beach. Mais je pense que quand ils arriveront, finalement, ils prendront même pas la peine de frapper. Je crois qu'ils enfonceront purement et simplement votre foutue porte. Beach sourit de toutes les dents qui lui restaient, et il jeta la dent de l'assiette avec les restes. Dugan savait se taire quand il le voulait, et ce matin-là, c'était ce qu'il voulait. Apparemment, c'était aussi ce que voulait le vieil homme. Dugan était arrivé à 8 heures pile devant l'immeuble d'Eve Hillman, et il avait trouvé une Jeep Cherokee garée le long du trottoir derrière la vieille Valiant. À l'arrière, il avait aperçu un gros sac de jute fermé par une corde. « Vous l'avez loué à Bangor ?» demanda-t-il. « Je l'ai prise en location-vente chez AMC ici à Derry », répondit Eve. « Eh ben, ça a dû vous coûter bonbon. »« Oh, rien n'est trop cher. » Cela mit fin à la conversation. Ils arrivèrent à la limite d'Albion et Haven 1h40 plus tard. « On prendra les petites routes », avait dit le vieil homme, et si ce n'était pas un euphémisme, Butch ne savait vraiment pas quel nom donner à cette phrase. Il avait sillonné cette partie du Maine pendant presque 20 ans, et jusqu'à aujourd'hui, il avait toujours cru la connaître comme le dos de sa main. Mais comparé à Eve, Butch Dugan n'avait qu'une vague connaissance pragmatique de la région, rien de plus. Ils passèrent de la voie rapide à la route numéro 69, puis à une départementale à 2 voies qui débouchait dans une piste non asphaltée à l'ouest de Troyes. Ils roulèrent ensuite sur du cailloutis, puis sur un chemin de terre avec de l'herbe qui poussait au milieu. Finalement, ils se retrouvèrent sur un sentier probablement abandonné par les bûcherons depuis les années 50. « Est-ce que vous savez au moins où vous allez ?» cria Butch, alors que la Cherokee cahotait sur des rondins pourris, puis se hissait, moteur hurlant, les 4 roues faisant gicler boue et éclats de bois. Eve hocha la tête. Il s'accrochait au grand volant de la Cherokee comme un vieux singe chauve. Chaque sentier forestier menait à un autre, et finalement ils traversèrent bruyamment un écran de feuillage pour se retrouver sur un chemin de terre que Butch identifia comme la route numéro 5 du village d'Albion. Butch avait presque perdu espoir, mais le vieil homme avait fait exactement ce qu'il avait promis. Il les avait amenés de l'autre côté de Haven sans jamais pénétrer dans la commune. Eve arrêta la Cherokee à 100 mètres du panneau annonçant Haven. Il coupa le moteur et baissa les fenêtres. On n'entendait rien que le tic-tic du moteur qui se refroidissait. Aucun chant d'oiseau, et Butch trouva ça bizarre. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac là, derrière ?» demanda Butch. « Oh, tout un tas de trucs. Inutile de vous en préoccuper pour l'instant, » répondit Eve. « Et qu'est-ce que vous attendez ?»« Les cloches de l'église, » répondit Eve. Les cloches sonnèrent à 10 heures moins le quart pour rappeler les fidèles.
ceux qui ressentaient profondément ce deuil, comme ceux qui s'étaient préparés à déverser des flots de larmes de crocodile, aux funérailles de Ruth dans l'église méthodiste, pour le premier des 3 actes des festivités prévus. Acte 2, la cérémonie devant la tombe, et acte 3, rafraîchissement servi dans la bibliothèque du village. Mais ce n'étaient pas les cloches de l'église méthodiste qu'Ève avait entendues depuis son enfance et qu'il s'attendait à entendre ce jour-là. Le révérend Goringer, un homme si timide qu'il n'osait jamais ouvrir le bec, avait fait le tour du village quelques semaines plus tôt pour dire qu'il en avait plus qu'assez de ce tintamarre. « Eh bien alors, pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour arranger les choses, Gouet ?» lui avait demandé Pamela Sargent. Le révérend Lester Goringer ne s'était jamais entendu appeler Gouet de toute sa vie, mais dans son état d'agacement, il s'en aperçut à peine. « C'est peut-être ce que je vais faire, avait-il dit en la regardant d'un air sombre à travers ses épaisses lunettes. « Oui, peut-être bien. »« Vous avez une idée ?» demanda Pamela. « Oui, c'est possible, avait-il dit d'un air sournois. « On verra bien. »« On verra bien, Gouet, on verra, dit-elle. De fait, le révérend Goringer avait une bonne idée pour ses cloches, une si bonne idée qu'il se demandait comment il ne l'avait pas eue plus tôt, une idée si simple et si belle. Et la meilleure, c'est qu'il n'aurait pas à en parler à ses supérieurs, ni aux dames patronesses, à chacun des 2 stéréotypes de dames patronesses, les grosses paysannes à l'énorme poitrine informe et celles aux fesses maigres et à la poitrine plate, comme Pamela Sargent, avec son fume-cigarette en faux ivoire et sa toux rêche de fumeuse, ni aux quelques membres influents de la congrégation. Aller les solliciter lui avait toujours valu des semaines de brûlure d'estomac, et il n'aimait pas mendier. Non, c'était là une chose que le révérend Lester Goringer pourrait régler tout seul, et il la régla donc. S'il ne comprenait pas la plaisanterie, qu'ils aillent tous se faire foutre. Et si vous m'appelez encore Gouet, Pam, avait-il murmuré en modifiant la boîte de fusibles dans le sous-sol de l'église, pour qu'elle puisse supporter les fortes puissances dont il avait besoin pour réaliser son idée, je vous enfoncerai le débouche-chiotte des pissotières du presbytère dans le vagin jusqu'au cerveau, si vous ne l'avez pas déjà recraché, votre cerveau. Il gloussa et continua son travail sur les fusibles. Le révérend Lester Goringer n'avait jamais eu de pensée aussi scandaleuse, ni prononcé de paroles aussi crues de toute sa vie, et il trouva cette expérience tout à fait réjouissante et libératrice. En fait, il était prêt à dire à tous les habitants de Haven qui n'aimeraient pas son nouveau carillon qu'ils pouvaient tout aussi bien aller s'envoyer en l'air avec la première pute venue. Mais tout le monde avait trouvé le changement magnifique, et c'était vrai. Et aujourd'hui, le révérend Goringer avait le cœur gonflé de fierté en manœuvrant le nouvel interrupteur de la sacristie, et en entendant le son des nouvelles cloches s'envoler au-dessus de Haven, jouant un pot pourri d'hymne. Le carillon était programmable, et aujourd'hui, Lester Goringer avait choisi des hymnes que Ruth aimait particulièrement. On y reconnaissait de vieux tubes méthodistes et baptistes, comme « Tu nous aimas, ô bon berger » et « Sur moi, ta clarté vienne luire ». Le révérend Goringer fit un pas en arrière, se frotta les mains et regarda les gens se diriger vers l'église, en groupe de 2 ou 3, attirés par les cloches, l'appel des cloches. « Bordel de merde !» s'exclama le révérend Goringer. Il ne s'était jamais senti aussi bien de sa vie, et il avait bien l'intention de faire partir Ruth McCausland avec tout le décorum possible. Il avait l'intention de prononcer une éloge funèbre inoubliable, parce que, tout de même, il l'avait tous aimé. Les cloches. Dave Rutledge, le plus vieil habitant de Haven, tendit l'oreille vers elle et sourit de sa bouche édentée. Il aurait souri même si les cloches avaient joué faux, parce qu'il pouvait les entendre. Jusqu'au début du mois de juillet, Dave était presque complètement sourd, et ses membres inférieurs restaient toujours froids parce que sa circulation devenait de plus en plus mauvaise. Il faut dire qu'il avait 90 ans, et que ce n'est pas jeune. Mais depuis un mois, son audition et sa circulation s'étaient magiquement améliorées. Les gens lui disaient qu'il avait rajeuni de 10 ans, et par tous les saints, il se sentait rajeuni de 20 ans. Et comme la musique de ses cloches était douce, Dave se leva et prit le chemin de l'église. L'appel des cloches. En janvier, le collaborateur que Brenham, le député, avait délégué aujourd'hui à Haven s'était rendu à Washington, et il avait rencontré une très belle jeune femme du nom d'Annabelle. Cet été, elle était venue dans le Maine pour être auprès de lui, et elle l'accompagnait ce matin-là. Il lui avait promis qu'il passerait la nuit à Bar Harbor avant de rentrer à Augusta. Au début, elle s'était dit que c'était une mauvaise idée, parce qu'elle se sentait un peu nauséeuse dans ce restaurant, et qu'elle n'avait pu finir son petit déjeuner. Pour commencer, le cuisinier semblait une doublure grasse et vieillissante de Charles Manson. Il ne cessait de sourire de manière étrange quand il croyait que personne ne le regardait, et ça suffisait pour qu'on se demande s'il n'avait pas saupoudré d'arsenic les œufs brouillés.
Mais le son des cloches, jouant des hymnes qu'elle n'avait pas entendus depuis son enfance dans le Nebraska, l'émerveilla. « Mon Dieu, Marty, comment un bled aussi paumé que celui-ci a-t-il pu s'offrir ce fabuleux carillon » demanda-t-elle. « C'est peut-être un riche estivant qui est mort et qui lui a légué les fonds nécessaires » répondit-il d'une voix vague. Il ne s'intéressait pas au carillon. Il avait mal à la tête depuis leur arrivée, et ça empirait. De plus, il saignait d'une gencive. La piorée alvéolo-dentaire était une maladie de famille, et il priait pour que ça n'en soit pas un signe. « Allez, viens, allons à l'église, dit-il, pour qu'on se débarrasse de cette cérémonie à la noix et qu'on aille s'envoyer en l'air à Bar Harbor. J'en ai marre de ce bled, ajouta-t-il dans sa tête. Ils traversèrent la rue, elle en tailleur noir, mais elle lui avait révélé en chemin que ses sous-vêtements étaient de soie blanche, enfin le peu de sous-vêtements qu'elle portait, et lui en costume de cérémonie gris anthracite. Les habitants de Haven, vêtus de leurs habits les plus sombres et les plus chics, marchaient à leur côté. Marty remarqua un nombre surprenant d'uniformes bleus de la police de l'État. « Regarde, Marty, l'horloge !» Elle montrait la tour de l'hôtel de ville. Elle était de bonnes et solides briques rouges, mais pendant un instant, il sembla à Marty qu'elle flottait et oscillait devant ses yeux. Ses maux de tête empirèrent instantanément. C'était peut-être de la fatigue oculaire. Lors d'un bilan de santé, 3 mois plus tôt, on lui avait dit qu'il y voyait assez bien pour devenir pilote de chasse, mais il y avait peut-être eu une erreur. La moitié des membres des professions libérales d'Amérique carburaient à la coque ces derniers temps. Il l'avait lu dans le Times, mais pourquoi est-ce qu'il gambergeait ainsi ? C'était à cause des cloches. Il avait l'impression qu'elles se multipliaient, qu'elles se répondaient en écho dans sa tête. 10, 100, 1000, 1 million de cloches qui jouaient « Quand nous nous retrouverons au pied de Jésus ». « Et quoi, qu'est-ce qu'elle a, l'horloge » demanda Marty d'une voix irritée. « Les aiguilles sont drôles, dit Annabelle. On dirait presque qu'elles sont dessinées. » L'appel des cloches. Eddie Stampnell, de la caserne de Derry, traversa la rue avec Andy Rideout d'Orono. Tous deux avaient connu et apprécié Ruth. « C'est joli, hein » demanda Eddie, sans beaucoup de conviction. « Ouais, dit Andy. Je n'arrête pas de penser à Bent et Jingles qui se sont fait foutre en l'air par des salauds de braconniers dans le coin. Ils sont probablement enterrés dans un champ de patates, et ça me glace les os. On dirait que Haven porte malheur. Je sais que c'est idiot, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser. »« En tout cas, j'ai des malheurs avec ma tête, répondit Eddie. J'ai mal à en crever. »« Bon, reprit Andy, qu'on en finisse et qu'on fiche le camp. C'était une femme bien, mais elle est partie. Et de toi à moi, je me moque bien de ne plus jamais passer un seul quart d'heure à Haven, maintenant qu'elle n'y est plus. » Ils pénétrèrent ensemble dans l'église méthodiste, ne regardant ni l'un ni l'autre le révérend Lester Goringer, debout à côté du tableau commandant son merveilleux carillon, souriant, frottant ses mains sèches l'une contre l'autre et recueillant les compliments de tout un chacun. Le cri des cloches. Bobby Anderson descendit de son pick-up Chevrolet bleu, claqua à la porte et lissa sa jupe bleu marine sur ses cuisses, tout en vérifiant son maquillage dans le rétroviseur extérieur avant de gagner l'église par le trottoir. Elle marchait la tête baissée et les épaules voûtées. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour rassembler les forces dont elle avait besoin pour continuer, et Garde l'avait aidée à mettre un frein à son obsession. Et c'était bien ça, une obsession, inutile de se leurrer. Mais le frein que représentait Garde s'usait peu à peu. Il n'assisterait pas aux funérailles parce qu'il cuvait une cuite monumentale. Le visage hirsute et fripé, enfoui dans son bras replié, son haleine formant un nuage nauséabond autour de lui. Bobby était fatigué, très fatigué, mais il y avait plus grave. Une énorme peine indistincte semblait lui remplir le cœur ce matin, en partie pour Ruth, en partie pour David Brown, en partie pour tout le village. Mais elle sentait que c'était surtout pour elle-même. L'évolution continuait, pour tout le monde, à Haven, sauf pour Garde. Et c'était bien, mais elle regrettait son identité propre, qui se dissolvait maintenant comme la brume du matin. Elle se rendait compte que Les Soldats des Bisons serait son dernier livre, et, ô ironie, elle soupçonnait les Tommy Knockers d'en avoir écrit l'essentiel. Les cloches, les cloches, les cloches. Haven leur répondit. C'était l'acte 1 de la pièce intitulée « L'enterrement de Ruth McCausland » ou « Comme nous aimions cette femme ». Nancy Voss avait fermé le bureau de poste. La direction n'aurait pas été d'accord, mais ce qu'elle ignorait ne pouvait l'irriter. Elle en saurait beaucoup, bien assez tôt, se dit-elle. Elle allait recevoir sous peu un gros courrier express en provenance de Haven, cette direction-là et toutes les autres sur cette boule de boue volante. Frank Spruce, le propriétaire de la plus grosse ferme laitière de Haven, répondit aux cloches.
John Muffrey, dont le père s'était présenté contre Ruth pour le poste de constable, leur répondit aussi. Et Ashley Ruval, qui était passé à côté d'elle à vélo, près de la limite de la commune 2 jours avant sa mort, qui vint avec ses parents. Ashley pleurait. Le docteur Warwick était là, et Jug Tarkington. Hazel McCready vint au bras d'Adley McKean. Newt Beringer et Dick Allison répondirent à l'appel des cloches et arrivèrent tout doucement en soutenant entre eux le prédécesseur de Ruth, John Harley. John était faible et presque transparent. Maggie, son épouse, n'était plus en état de se déplacer. Ils vinrent, répondant à la sommation des cloches, les Trémin et les Turlot, les Applegate et les Goldman, les Duplessis et les Archambault. De bonnes gens du Maine, auriez-vous dit, issus de souches saines, essentiellement françaises, irlandaises, écossaises et canadiennes. Mais ils étaient différents maintenant. Alors qu'ils se rassemblaient dans l'église, leurs esprits se rassemblaient aussi pour ne plus en former qu'un, observant les étrangers à l'affût de la plus petite fausse note dans leurs pensées. Ils se rassemblaient, ils écoutaient, et les cloches sonnaient dans leur sang étrange. Eve Hillman se redressa derrière le volant de la Cherokee, écarquillant les yeux au faible son du carillon. « Mais, nom de Dieu, qu'est-ce que... »« C'est les cloches de l'église, bien sûr, dit Butch Duggan. Une bien jolie musique. Il se prépare à commencer la cérémonie, je crois. Mais qu'est-ce que je fais ici, au nom du ciel, en bordure de la commune, avec ce vieux fou ?» Il ne le savait pas bien, mais il était trop tard maintenant pour modifier ses plans. « Mais les cloches de l'église méthodiste n'ont jamais sonné comme ça, dans mon enfance, dit Eve. Quelqu'un les a changées. Et alors demanda Monstre. Bon, alors rien. Oui, alors tout, je sais pas. Mais allons-y, Duggan, lança-t-il en tournant la clé de contact pour démarrer. Je vous le demande encore une fois, dit Duggan, avec ce qu'il considérait comme une patience extraordinaire. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas exactement, répondit Eve. La Cherokee franchit la limite entre les deux communes. Ils avaient quitté Albion et ils entraient dans Haven. Eve ressentit une prémonition douloureuse. En dépit de toutes les précautions qu'il avait prises avec tant de soin, il ne pourrait jamais repartir. « Nous le saurons quand nous le verrons, » ajouta-t-il. Duggan ne répondit pas. Il pria pour sa vie et se demanda à nouveau comment il s'était laissé entraîner dans cette aventure. Il fallait qu'il soit aussi fou que le vieux fou qui conduisait la voiture, et plus encore. Il leva une main vers son front et le massa, juste au-dessus des sourcils. Il commençait à avoir mal à la tête. Il y eut des nez qui reniflèrent, des yeux rouges et quelques sanglots quand le révérend Goringer, sa tête chauve luisant doucement dans l'harmonie de couleurs que le soleil déjà projetait à travers les vitraux, se lança dans son éloge funèbre après un hymne, une prière, un autre hymne, la lecture d'un passage des Écritures qu'affectionnait Ruth, les Béatitudes, et encore un hymne. En dessous de lui, moussant en demi-cercle autour de la chaire, on avait amassé des fleurs d'été. Malgré les hautes fenêtres qui avaient été ouvertes pour laisser entrer une brise bénéfique, leur odeur douceâtre restait suffocante. « Nous sommes réunis ici pour louer Ruth McCausland et pour célébrer son départ, » commença Goringer. Les gens du village s'assirent, les mains croisées ou serrées sur un mouchoir, les yeux souvent humides, fixés avec une attention sobre et studieuse sur Goringer. Ils avaient l'air en bonne santé, ces gens. La couleur de leur peau, saine pour la plupart, était bonne. Et même si on n'était jamais venu à Haven auparavant, on voyait clairement que la congrégation se divisait naturellement en deux groupes. Les étrangers n'avaient pas l'air en bonne santé. Ils avaient la peau pâle et les yeux hébétés. 2 fois, au cours de l'éloge funèbre, des gens quittèrent l'église en courant et, contre le mur, vomirent. Pour d'autres, la nausée ne se manifesta que par une sourde plainte. Un mouvement désagréable des intestins, pas assez grave pour qu'ils dussent sortir, mais qui ne leur laissa pas de répit. Plusieurs des étrangers perdirent des dents avant que la journée ne se termine. Plusieurs souffrirent de maux de tête qui disparurent presque aussitôt qu'ils eurent quitté le village. Les comprimés d'aspirine avaient enfin agi, se dirent-ils. Et plus d'un esprit fut traversé par les idées les plus incroyables, alors que son propriétaire était assis sur les bancs inconfortables de l'église à écouter le révérend Goringer prononcer l'éloge funèbre de Ruth McCausland. Dans certains cas, ces idées surgirent si soudainement et semblèrent tellement énormes et tellement fondamentales que les intéressés eurent l'impression qu'on leur avait tiré une balle dans la tête. Ils durent se contrôler pour ne pas bondir hors de leur banc et courir dans la rue en hurlant « Eureka !» Les villageois observaient ce qui arrivait aux étrangers et s'en amusaient. Tout d'un coup, le visage apathique de flanc aux œufs d'un étranger recevait un coup. Ses yeux s'écarquillaient, sa bouche s'ouvrait, et les gens de Haven reconnaissaient l'expression de quelqu'un qui venait d'avoir l'idée du siècle.
Eddie Stampnell de la caserne de Derry, par exemple, conçut l'idée d'une fréquence nationale sur laquelle tous les flics du pays pourraient communiquer, et vit également comment on pourrait camoufler aisément cette fréquence. Tous les civils trop curieux, avec leurs récepteurs branchés sur les fréquences de la police, se retrouveraient le bec dans l'eau. Sa tête s'emplit de ramifications et de modifications à une vitesse telle qu'il n'arrivait plus à les enregistrer. Si les idées avaient été de l'eau, il se serait noyé. « Je vais devenir célèbre pour ça », se dit-il fiévreusement. Il avait oublié le révérend Goringer et Andy Rideout, son collègue, et même son aversion pour ce bled minable, et Ruth. L'idée avait englouti son esprit. « Je vais devenir célèbre, je vais révolutionner le travail de la police en Amérique, dans le monde entier peut-être, bordel de merde !» Les habitants de Haven, qui savaient que la grande idée d'Eddie ne serait plus que brouillard quand midi sonnerait, et plus rien du tout à 15 heures, souriaient, écoutaient et attendaient. Ils attendaient que ça se termine pour pouvoir retourner à leurs affaires, pour pouvoir retourner à leur évolution. Ils s'étaient donc engagés dans un chemin de terre, la route numéro 5 d'Albion, qui devenait à Haven la route d'incendie numéro 16. Ils rencontrèrent 2 embranchements de pistes forestières s'enfonçant dans les bois, et à chaque fois, Dugan se crispa dans l'attente de secousses plus éprouvantes encore. Mais Hillman ne prit aucune des 2 pistes. Il gagna la route numéro 9 et tourna à droite. Il poussa la Cherokee à 80 à l'heure et fonça vers le centre de la commune. Dugan tremblait. Il ne savait pas exactement pourquoi. Le vieil homme était fou, naturellement. L'idée que Haven s'était transformé en nid de serpents n'était que pure paranoïa, mais Monstre sentait néanmoins une nervosité croissante le gagner. C'était vague, comme un feu de prairie dans ses nerfs. « Pourquoi est-ce que vous vous massez tout le temps le front » demanda Hillman. « J'ai mal à la tête, » répondit Monstre. « Ça vous ferait encore plus mal s'il n'y avait pas de vent, » dit Eve. Encore une incursion dans le non-sens le plus total. Mais que faisait-il donc ici, au nom du ciel, et pourquoi se sentait-il tellement nerveux ? « J'ai l'impression qu'on m'a fait ingurgiter des somnifères, » dit Monstre. « Ah ouais ?» demanda Eve. « Mais pas vous, hein ? Vous êtes frais comme un gardon, » remarqua le policier. « J'ai peur, mais je n'ai pas les tremblements ni les maux de tête, » dit Eve. « Et pourquoi auriez-vous des maux de tête » demanda Dugan avec mauvaise humeur, face à une conversation qui semblait tout droit sortie d'Alice au pays des merveilles. « Les maux de tête ne sont pas contagieux. » Quand on se met à plusieurs pour peindre une pièce fermée, il y a toutes les chances pour que tous les peintres aient des maux de tête, non ? Dit Eve. Oui, je crois bien, dit Dugan, mais ce n'est pas... Non, et nous avons de la chance pour le temps, le coupa Eve. Mais je crois néanmoins que cette chose dégage des émanations puissantes, parce que vous la sentez. Je vois bien que vous la sentez, dit-il, avant d'ajouter une autre de ses phrases à la Alice au pays des merveilles. Et avez-vous eu déjà de grandes idées, Dugan ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Demanda-t-il. Eh bien, dit Hillman en hochant la tête d'un air satisfait, si vous en avez, dites-le moi. J'ai quelque chose pour vous dans le sac. C'est complètement fou, dit Dugan d'une voix peu sûre. C'est de la folie pure. Faites demi-tour, Hillman. Je veux rentrer. Dans son cerveau, Eve se concentra soudain sur une phrase unique, aussi précisément et clairement qu'il le put. Il avait compris, les 3 derniers jours qu'il avait passés à Haven, que Brian, Marie, Illy et David lisaient sans peine dans les pensées des autres. Il pouvait le sentir, même s'il ne pouvait en faire autant. Mais il s'était rendu compte qu'il ne pouvait accéder à son cerveau s'il ne les y autorisait pas. Il s'était demandé si cela n'avait pas un rapport avec le métal qu'il avait dans le crâne, un souvenir de cette grenade allemande. Il l'avait vu arriver avec une clarté inéluctable, comme une casserole gris-noir qui tournoyait au-dessus de la neige. Il s'était dit « Eh bien, je suis mort, c'est fini pour moi ». Après, il ne se souvenait de rien, jusqu'au moment où il s'était réveillé dans un hôpital français. Il se rappelait combien il avait mal à la tête. Il se souvenait de l'infirmière française qui l'avait embrassé et de son haleine qui sentait l'anis. Elle ne cessait de répéter, en articulant bien, comme si elle parlait à un tout petit enfant « Je t'aime, mon amour. La guerre est finie. Je t'aime. J'aime les États-Unis. » La guerre est finie, se répétait-il maintenant en français. La guerre est finie. Qu'est-ce que c'était ? Demanda-t-il brusquement à Dugan. Que voulez-vous Eve rangea la Cherokee sur le côté de la route en projetant un nuage de poussière. Ils avaient parcouru plus de 2 kilomètres à l'intérieur de la commune maintenant. Il restait 5 ou 6 kilomètres pour atteindre la ferme du vieux Garrick. Ne réfléchissez pas, ne parlez pas, dites-vous seulement dans votre tête ce que je pensais. Fini, vous pensiez, la guerre est finie. Mais vous êtes fou, on ne peut pas lire dans les pensées des autres, on ne... Dugan s'interrompit. Il tourna lentement la tête et regarda Eve.
Ève entendit craquer les tendons de son cou, vit ses yeux énormément dilatés. « Oui, la guerre est finie, murmura-t-il. C'est ce que vous avez pensé? Et qu'elle sentait, la réglisse ?»« Non, l'anis, dit Ève en souriant. Et j'ai vu une grenade dans la neige, reprit Duggan. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Ève se représenta un vieux tracteur rouge. Et maintenant? demanda-t-il. Un tracteur, chuchota Duggan. Un tracteur Farmal, mais ce ne sont pas les bons pneus. Mon père en avait un. Ce sont des pneus Dixie Field Boss. Il n'irait pas sur ce type de tracteur. Soudain, Duggan se retourna, s'accrocha à la poignée de la portière, se pencha à l'extérieur et vomit. Ruth m'avait demandé un jour de lire les béatitudes à ses obsèques, s'il arrivait que je doive y présider, disait le révérend Goringer de son onctueuse voix méthodiste, que le révérend Donald Hartley n'aurait pas renié. Et j'ai honoré son souhait. Pourtant, la guerre, vous pensiez la guerre est... Goringer s'interrompit avec une petite expression de surprise et d'inquiétude sur le visage. On aurait pu croire que sur le point de roter, il s'était interrompu pour réprimer cette éructation hors de propos. Je crois qu'elle mérite encore quelques versets. Tracteur. Un tracteur Farmal. Une autre petite secousse perturba le discours de Goringer, et il fronça de nouveau les sourcils. Ne sont pas de ceux, j'imagine, qu'une femme chrétienne oserait réclamer, sachant qu'une femme chrétienne doit les mériter. Écoutez cette lecture du livre des Proverbes, et voyez, si vous qui la connaissez, vous ne trouvez pas qu'il s'applique à Ruth McCausland. Ce sont des pneus Dixie Feldboss. Dick Allison jeta un coup d'œil sur sa gauche et rencontra le regard de Newt de l'autre côté de l'allée centrale. Newt semblait étonné. La bouche de John Harley s'était ouverte, ses yeux bleus délavés erraient avec effarement. Goringer trouva sa page, la perdit, faillit faire tomber sa Bible. Il se troubla. Il n'était plus le maître de cérémonie, mais un étudiant en théologie mort de trac. Il se trouva que personne ne le remarqua. Les étrangers étaient occupés soit par leur malheur physique, soit par leurs idées grandioses, et les habitants de Haven s'étaient rassemblés au premier signe d'alarme, l'information circulant d'une tête à l'autre jusqu'à ce qu'elles résonnent toutes du son discordant d'un nouveau carillon. Il y en a qui mettent leur nez où il n'a rien à faire. Bobby Trémin prit la main de Stéphanie Colson et la serra. Elle lui rendit sa pression et le regarda de ses grands yeux bruns, les yeux effrayés d'une biche qui entend le frottement et le déclic d'un fusil qu'on arme. Sur la route numéro 9, trop près du ruisseau. L'un d'eux est un flic. Un flic, oui, mais pas n'importe quel flic. Le flic de Ruth, il l'aimait. Ruth aurait reconnu ces voix qui s'élevaient. Et maintenant, même certains des étrangers commençaient à les sentir, bien qu'ils fussent relativement peu infectés par Haven. Quelques-uns regardèrent autour d'eux comme des gens qui s'éveillent d'un petit somme. Parmi eux, la jeune amie du collaborateur du député Brenham. Elle semblait à des kilomètres de là. Bien que simple employée de bureau à Washington, elle venait de concevoir un système de classement qui pourrait bien lui valoir une promotion foudroyante. Et puis, une idée insolite, une idée qui n'était pas d'elle, elle l'aurait juré. Il faut que quelqu'un les arrête, et vite, traversa son esprit, et elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un avait parlé tout haut dans l'église. Mais tous étaient silencieux, hormis le prêtre qui avait retrouvé sa page. Elle regarda Marty, mais Marty était assis, complètement hébété, les yeux fixés sur un vitrail comme hypnotisé. Elle se dit que ce devait être l'ennui et revint à ses propres pensées. « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» lisait Goringer d'une voix un peu inégale qui le fit hésiter et bafouiller à plusieurs reprises. « Car elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure... » Une autre explosion de pensées étrangères parvint à l'unique oreille de l'église. « Désolé de ce qui arrive, je n'ai pas pu... »« Quoi ? Nom de Dieu, mais c'est incroyable. Comment ? Il y a 2 voix qui parlent, mais on n'en entend qu'une, pensa le réseau de cerveau, et les yeux se concentrèrent sur Bobby. Il n'y avait qu'une personne à Haven qui pouvait leur rendre son esprit opaque, et cette personne n'était pas là, avec eux. 2 voix. Est-ce que la voix qu'on n'entend pas est celle de ton ivrogne d'ami ? Bobby se leva soudain et se glissa le long des bancs, affreusement consciente des regards de l'assemblée. Goringer, ce con, s'était à nouveau interrompu. « Excusez-moi, murmurait Bobby. « Excusez-moi, pardon, excusez-moi. » Elle parvint finalement à s'échapper dans la rue. D'autres, dont Bobby Trémin, Newt, Dick et Brian Brown, entreprirent de la suivre.
Aucun des étrangers ne remarqua quoi que ce soit. Ils étaient retournés à leurs rêves bizarres. « Désolé de ce qui m'arrive, dit Butch Duggan en refermant la portière, avant de sortir un mouchoir et de s'en essuyer la bouche. Je n'ai pas pu me retenir. Je me sens mieux maintenant. Je ne vous expliquerai rien, dit Eve en hochant la tête. Il n'est pas encore temps, mais je veux que vous écoutiez quelque chose. Quoi demanda le policier. Eve alluma l'autoradio et tourna le bouton de recherche des stations. Duggan n'en revenait pas. Il n'avait jamais entendu autant de stations, pas même la nuit quand elles se bousculaient toutes, se gonflant et disparaissant dans une mer de voix. Celles-ci ne chevrottaient même pas. La plupart étaient parfaitement claires. Eve s'arrêta sur une station. Une chanson des Judds se terminait. Et Butch Duggan entendit alors le jingle de la station. WWI chantait un groupe de filles du sud plein d'entrain, accompagné de violonneux et de joueurs de banjo typiquement texans. « Nom de Dieu, c'est incroyable !» s'écria Duggan. « Comment ?»« Maintenant, dit Eve en éteignant la radio, je voudrais que vous écoutiez mon crâne. » Duggan le dévisagea pendant un moment, complètement abasourdi. Même dans Alice au pays des merveilles, personne n'était fou à ce point. « Mais au nom du ciel, de quoi parlez-vous ?»« Ne discutez pas, ordonna Eve. « Contentez-vous de faire ce que je vous dis, dit-il en se tournant pour présenter son occiput à Duggan. « J'ai 2 pièces de métal dans la tête, un souvenir de guerre. La plus grosse est derrière, vous voyez, les cheveux n'ont pas repoussé. »« Oui, je vois, mais nous n'avons que peu de temps. Approchez votre oreille de la cicatrice et écoutez. » C'est ce qu'il fit, et l'irréalité l'engloutit. L'occiput du vieil homme jouait de la musique. C'était faible et lointain, mais parfaitement identifiable. Frank Sinatra chantait « New York, New York ». Butch Duggan se mit à glousser. Et bientôt il rit à gorge déployée avant d'entourer son estomac de ses bras et de rugir littéralement. Il était là, au bout du monde, avec un vieil homme dont la tête s'était transformée en boîte à musique. Bon Dieu, c'était encore mieux que tout ce qu'il avait vu à Incroyable mais vrai. Butch rit, suffoqua, pleura, rugit. La main calleuse du vieil homme le frappa au visage. Le choc de cette gifle arracha Butch à sa crise de nerfs, davantage parce que ce traitement est généralement réservé aux petits enfants que parce qu'il eut mal. Il regarda Eve en portant la main à sa joue. « Ça a commencé 1 semaine et demie avant que je quitte le village, dit sombrement Eve. Des bribes de musique dans ma tête. Elles étaient plus fortes quand j'approchais de cette partie de la commune, et j'aurais dû faire le rapprochement plus tôt. Elles sont plus fortes maintenant, tout est plus fort. Alors je n'ai pas de temps à consacrer à vos vapeurs et à vos braillements. Est-ce que vous allez vous ressaisir ?» Duggan se sentit rougir au point que la marque écarlate laissée par la main d'Eve disparut presque totalement. Vos vapeurs et vos braillements. Oui, c'était bien ça. Il avait commencé par dégueuler, et puis il avait eu une crise d'hystérie digne d'une gamine de 15 ans. Le vieil homme ne s'était pas contenté de le secouer en mettant le doigt sur ses faiblesses. Maintenant, il passait la seconde et accélérait. « Oh, ça ira, dit Duggan. « Et est-ce que maintenant vous êtes convaincu qu'il se passe quelque chose ici, que quelque chose a changé à Haven ?» demanda Eve. Oui, dit-il avant d'avaler sa salive. Oui, répéta-t-il. Bon, dit Eve. Cette chose est en train de changer tout le monde dans le village, Duggan. Tout le monde, sauf moi. J'entends de la musique dans ma tête, mais c'est tout. Je ne lis pas les pensées et je n'ai pas de grandes idées. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par des idées? Quelle sorte d'idées? Oh, toutes sortes, dit Eve, en approchant les 100 km/h, puis en les dépassant. Vous comprenez, je n'ai aucune preuve de ce qui se passe, aucune. Vous avez pensé que ça n'allait pas dans ma tête, hein? Duggan opina du chef. Il se cramponnait au tableau de bord devant lui. Il avait à nouveau mal au cœur. Le soleil brillait trop fort, et il se reflétait sur le pare-brise et les chromes. Le journaliste et les infirmières aussi, reprit Eve. Mais il y a quelque chose dans les bois, et je vais trouver ce que c'est. Je vais en prendre quelques photos, et je vais vous faire sortir, et nous allons faire du foin, et peut-être que nous trouverons un moyen de faire revenir mon petit-fils David, et peut-être que nous ne trouverons pas, mais d'une façon ou d'une autre, il faut que nous arrivions à arrêter ce qui se passe ici avant qu'il ne soit trop tard. Il le faut, nous n'avons pas le choix. L'aiguille s'était stabilisée juste en dessous des 110 à l'heure. « Et jusqu'où roulons-nous » demanda Duggan entre ses dents serrées. Il n'allait pas tarder à vomir à nouveau. Il espérait seulement qu'il pourrait se retenir jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. « Jusqu'à la ferme du vieux Garrick, dit Eve. À 1 kilomètre environ. »« Dieu merci, se dit Duggan. « Ce n'est pas Garde, dit Bobby. Garde a perdu connaissance sur le porche de la maison. « Qu'est-ce que t'en sais » demanda Adlai McKean.
Tu ne peux pas lire dans ses pensées. Aussi, rétorqua Bobby. Un peu mieux chaque jour. Il est toujours sur le porche, j'en suis sûr. Il rêve qu'il fait du ski. Ils regardèrent Bobby silencieusement pendant un moment, tous. Une douzaine d'hommes debout dans la rue, en face de l'église méthodiste, devant le Haven Lunch. « Alors, qui est-ce » demanda enfin Joe Summerfield. « Je n'en sais rien, répondit Bobby, mais ce n'est pas Garde. » Bobby se balançait un peu sur ses pieds. Elle avait le visage d'une femme de 50 ans, pas de 37. Des marques brunes d'épuisement cerclaient ses yeux. Les hommes ne semblaient pas s'en apercevoir. De l'église, des voix s'élevèrent pour un cantique. « Je sais qui c'est, dit soudain Dick Allison, dont la haine avait curieusement durci les yeux. Ça ne peut être qu'une seule personne, la seule autre personne que je connais au village qui ait du métal dans la tête. Eve Hillman, s'écria Newt. Seigneur. Il faut se mettre en route, dit Judd Tarkington. Ces salauds se rapprochent. Hadley, prends des fusils au magasin. D'accord, dit Hadley. Prenez-les, mais ne les utilisez pas, dit Bobby en posant les yeux sur chacun des hommes. Pas contre Hillman, si c'est lui, et pas contre le flic, surtout pas contre le flic. Nous ne pouvons nous permettre une autre affaire à Haven, pas avant l'évolution, que tout soit fini. Je vais chercher mon tube, dit Beach, dont le visage irradiait d'impatience. Non, dit Bobby en l'attrapant par l'épaule, tu n'iras pas. Quand je dis qu'on ne peut pas se permettre une autre affaire, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus faire disparaître un autre flic. Elle le regarda tous à nouveau, en finissant par Dick Allison qui hocha la tête. Hillman doit disparaître, dit-il. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Mais c'est sans risque, Eve est cinglée. Un vieux fou peut décider de faire n'importe quoi. Il peut partir à Zion, dans l'Utah, ou à Grand Forks, dans l'Idaho, pour attendre la fin du monde. Le flic, ce sera toute une histoire, mais à Derry. Et ce sera une histoire que tout le monde comprendra. Et plus personne ne viendra nous emmerder chez nous. Vas-y, Judd, prends les fusils. Bobby, amène ton camion derrière le lunch. Newt, Hadley, Joe, vous venez avec moi. Tu restes avec Bobby, Judd. Les autres dans la Cadillac de Kyle. Allez, remuez votre graisse. Et ils se mirent en route. Chut. Le même vieux rêve, avec quelques nouvelles rides, des très curieuses rides. La neige était devenue rose. Elle était imbibée de sang. Est-ce que ça vient de lui ? Nom de Dieu. Qui aurait pu deviner que ce vieux sac à alcool avait autant de sang en lui ? Ils font du ski sur la piste moyenne. Garde, c'est qu'il aurait dû rester sur celle des débutants, encore une descente au moins. Ici, ça va trop vite pour lui, et en plus, toute cette neige sanglante le distrait, surtout que c'est son propre sang qui l'imprègne. Il lève les yeux et une douleur lui déchire la tête. Ses yeux s'agrandissent. Il y a une jeep sur cette foutue piste. Anne-Marie crie « Fais du chasse-Bobby, garde ! Chasse Bobby !» Mais ce n'est pas la peine qu'il chasse Bobby, parce que c'est seulement un rêve, et ce rêve est devenu un ami très cher ces dernières semaines, comme les éclats de musique dans sa tête. C'est un rêve, et ce n'est pas une jeep, et ce n'est pas la piste de Straight Arrow, c'est... en train de tourner dans le chemin de Bobby. Mais est-ce un rêve, ou bien est-ce vrai ? Non, il comprend qu'il a mal posé la question. Il aurait mieux fait de se demander qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Le chrome décroche des flèches de lumière aveuglantes dans les yeux de Gardiner. Il cligne des yeux et cherche à tâtons. Ces bâtons de ski ? Non, pas un rêve, c'est l'été, tu es à Haven, la rambarde du porche. Il se rappelle presque tout. C'est brumeux, mais il se rappelle. Plus de trous noirs depuis qu'il est revenu chez Bobby. De la musique dans sa tête, mais pas de trous. Bobby est parti aux funérailles. Après, elle va revenir, et ils recommenceront à creuser. Il se rappelle de tout, exactement comme il se rappelle le clocher de l'hôtel de ville s'élevant dans le ciel comme un oiseau au gros cul. Tout est là, et bien là, monsieur, sauf ça. Il se lève, les mains sur la rambarde, les yeux embués et injectés de sang fixés sur la jeep en dépit de la luminosité. Il se rend compte qu'il doit avoir l'air de sortir tout droit d'une nuit sous un pont. Alors, l'homme assis à la place du passager tourne la tête et voit Garde. L'homme est tellement énorme qu'il a l'air d'une créature de conte fantastique. Il porte des lunettes de soleil. Garde ne peut donc pas vraiment savoir si leurs yeux se rencontrent ou non. Il le croit, il le sent. En tout cas, ça n'a pas d'importance, il le reconnaît. En tant que vétéran d'une 50aine de manifestations, il le connaît bien. Il le reconnaît aussi en tant que poivreau qui s'est réveillé plus d'une fois au poste. La police de Dallas est enfin arrivée, se dit-il, et il ressent colère et regret, mais surtout un grand soulagement, du moins pour le moment. C'est un flic. Mais qu'est-ce qu'il fait dans une jeep ? Bon Dieu, la taille de sa tête, grosse comme des fesses. Ce doit être un rêve,
C'est impossible autrement. La Jeep ne s'arrête pas. Elle remonte l'allée et disparaît. Gardner n'entend plus que le ronronnement du moteur. Ils vont là-bas. Ils s'enfoncent dans les bois. Ils savent. Ô Seigneur, si le gouvernement met la main dessus. Toutes ses craintes refluent comme de la bile. Son soulagement béat s'envole comme de la fumée. Il a vu Ted, l'homme de l'énergie, jeter sa veste sur les restes de la machine de lévitation et dire « Quel gadget !» Et ses craintes cèdent la place à sa vieille fureur nauséeuse. « Hé, Bobby, ramène-toi un peu ici !» hurle son cerveau aussi fort et clair qu'il le peut. Du sang gicle de son nez et il titube faiblement en arrière, grimaçant de dégoût et cherchant son mouchoir. Quelle importance de toute façon. Qu'il l'ait, c'est le diable qui l'aura de toute façon, et tu le sais. Alors pourquoi pas la police de Dallas? Ça transforme Bobby et tous les autres du village en policiers de Dallas, surtout ses amis, ceux qu'elle ramène tard le soir quand elle croit que je dors, ceux qu'elle emmène dans le hangar. C'était arrivé 2 fois, et les 2 fois vers 3 heures du matin. Bobby avait cru que Gardner dormait profondément grâce aux effets conjugués d'une dure journée de travail, de nombreux verres et d'un comprimé de Valium. Le niveau des comprimés dans le flacon de Valium baissait régulièrement, c'était vrai, mais pas parce que Gardner les avalait. Chaque soir, il en jetait un dans les toilettes. Pourquoi cette dissimulation? Il ne le savait pas plus qu'il ne savait pourquoi il avait menti à Bobby sur ce qu'il avait vu le dimanche après-midi. Jeter chaque soir un comprimé de Valium n'était pas un vrai mensonge, parce que Bobby ne lui avait pas demandé directement s'il en prenait. Elle avait seulement constaté la baisse du niveau des comprimés dans le flacon et en avait tiré une conclusion erronée que Gardner n'avait pas pris la peine de démentir. Tout comme il n'avait pas pris la peine de lui dire qu'il ne dormait pas profondément. En fait, il souffrait d'insomnie. Même de grosses quantités d'alcool ne parvenaient pas à le faire plonger bien longtemps. Il en résultait une conscience ininterrompue, bien que confuse, parfois voilée de gris pour quelques instants de sommeil, comme si on avait tiré un rideau fait de basses salles. La première fois qu'il avait vu des lumières éclairer le mur de la chambre d'amis aux premières heures du matin, il avait regardé dehors. Une grosse Cadillac entrait dans le chemin. En consultant sa montre, il s'était dit « Ça doit être la mafia ». Qui d'autre viendrait en Cadillac dans une ferme isolée au milieu des bois à 3 heures du matin? Mais quand la lumière du Porsche s'était allumée, il avait vu la plaque personnalisée Kyle, et il s'était dit que la mafia ne faisait sûrement pas faire des plaques personnalisées. Bobby avait rejoint les 4 hommes et la femme qui en étaient sortis. Bobby était habillé, mais pieds nus. Gardner connaissait 2 des hommes. Dick Allison, le chef des pompiers volontaires, et Kyle Archambault, un agent immobilier du coin qui conduisait une grosse Cadillac. Les 2 autres lui disaient vaguement quelque chose. La femme était Hazel McCready. Au bout de quelques minutes, Bobby les avait conduits à son hangar, dont la porte arborait un gros cadenas Krieg. Gardner s'était dit « Peut-être que je devrais sortir et aller voir ce qui se passe ?» Mais il s'était rallongé. Il ne voulait même pas s'approcher du hangar. Il en avait peur. Il avait peur de ce qui pouvait s'y trouver. Et il s'était assoupi. Le lendemain matin, la Cadillac et ses copains avaient disparu. Ce matin-là, Bobby avait semblé plus guillerette, plus semblable à ce qu'elle était jadis qu'à n'importe quel autre moment depuis le retour de Gardner. Il s'était convaincu que c'était peut-être un rêve, ou Dieu sait quoi qui est jailli de sa bouteille. Pas forcément du délirium très mince, mais presque. Et puis, voici 4 nuits, Kyle était revenu. Les mêmes gens en étaient descendus, avaient rejoint Bobby et s'étaient dirigés vers le hangar. Garde s'effondre dans le fauteuil à bascule de Bobby et cherche à tâtons la bouteille de scotch qu'il a sortie sur le porche au matin. Il la trouve. Il la lève lentement, boit, sent le feu liquide lui frapper le ventre et s'y propager. Le bruit de la Jeep s'évanouit, comme dans un rêve. Ce n'était peut-être que ça, c'est ce qu'il lui semble maintenant. Quel était ce vers dans la chanson de Paul Simon? Maintenant, le Michigan me semble un rêve. Eh oui, le Michigan, les étranges vaisseaux enterrés, les Jeeps Cherokee et les Cadillacs au milieu de la nuit, qu'on boive assez et tout devenait rêve. Sauf que ce n'est pas un rêve. Ce sont les gens qui prennent les choses en main, ceux qui sortent de la Cadillac aux plaques Kyle, exactement comme la police de Dallas, exactement comme ce bon vieux Ted avec ses réacteurs. Et qu'est-ce que tu leur offres, Bobby? Comment est-ce que tu les survoltes encore plus que tous les autres génies du coin? La vieille Bobby n'aurait pas donné dans ce genre de merde, mais la nouvelle Bobby améliorée, oui. Ne serait-ce pas la réponse à tout ça? Mais y avait-il une réponse? Le diable est des 2 côtés, déclare Gardner avec emphase. Il engloutit la dernière goutte de scotch et jette la bouteille dans les buissons par-delà la rambarde. Le diable est des 2 côtés, répète-t-il avant de perdre conscience.
Ce type nous a vus, dit Butch, tandis que la Jeep traversait le jardin de Bobby en diagonale, renversant les énormes pieds de maïs et les tournesols géants qui s'élevaient bien au-dessus du toit de la Cherokee. Je m'en fous, dit Eve, accrochée au volant. Ils émergèrent du jardin à l'opposé de la maison. Les pneus de la Cherokee roulèrent sur un certain nombre de citrouilles qui arrivaient à maturité incroyablement tôt dans la saison. Leur peau était étrangement pâle, et quand elles éclataient, elles révélaient une chair d'un rose désagréable. S'ils ne savent pas encore que nous sommes ici, alors c'est que je me suis gouré sur toute la ligne. Tiens, regardez, qu'est-ce que je vous avais dit? Une large piste ravinée s'enfonçait dans les bois. Eve fonça dessus. Mais il avait du sang sur le visage, dit Dugan en avalant sa salive. C'était difficile, il avait horriblement mal à la tête, et la pulpe de ses dents semblait vibrer à toute vitesse. Son ventre recommençait à bouillonner. Et sa chemise aussi, continua-t-il. On aurait dit que quelqu'un lui avait... Oh, arrêtez-vous, je vais être malade à nouveau. Eve écrasa les freins. Dugan ouvrit sa portière, se pencha au dehors et vomit un petit filet jaune dans la poussière. Il ferma un instant les yeux. Le monde tournait et virevoltait. Des voix bruissaient dans sa tête. Beaucoup de voix. « Garde les a vus, il appelle à l'aide. »« Combien ?»« 2, dans une jeep, il se dirige. » Butch s'entendit dire, comme s'il était très loin. « Écoutez, je ne veux pas gâcher votre journée, mais je suis malade, gravement malade. » Je savais que ça risquait d'arriver, dit la voix de Hillman, comme si elle sortait d'une chambre d'écho. Butch parvint à se hisser à nouveau contre le dossier de son siège, mais il n'eut même pas la force de claquer la porte. Il se sentait aussi faible qu'un chaton. « Vous n'avez pas eu le temps de vous forger une résistance, et on est en plein à l'endroit où c'est le plus fort. Accrochez-vous. J'ai quelque chose qui va vous remettre d'aplomb, du moins je crois. » Eve poussa l'interrupteur qui abaissait la vitre arrière de la Cherokee, sortit, fit basculer la plateforme de chargement et sortit son sac de toile. Il le traîna jusqu'à l'avant de la Jeep et le hissa sur le siège. Il jeta un coup d'œil à Dugan et il n'aima pas ce qu'il vit. Le visage du flic était couleur de cire. Dugan avait fermé ses paupières, violettes. Sa bouche entr'ouverte laissait échapper une respiration rapide et saccadée. Eve trouva une seconde pour se demander comment quoi que ce soit pouvait mettre Dugan dans un tel état, alors que lui-même ne ressentait rien, absolument rien. « Tenez bon, mon vieux, dit-il en coupant avec son canif la corde qui fermait le sac. « Malade, murmura Dugan en bavant un liquide brun. Eve aperçut 3 dents au milieu de cette bouillie. Il sortit le léger réservoir d'oxygène en plastique que l'employé des fournitures médicales humaines avait appelé un pactage plat. Un embout femelle d'acier inoxydable apparut. Eve sortit alors une espèce de coupelle de plastique doré, rappelant les masques respiratoires dont sont équipés les avions de ligne. Un tuyau de plastique qui était relié, terminé par un embout mâle de plastique blanc muni d'une valve. Si ça ne marche pas comme ce type l'a dit, j'ai bien l'impression que ce grand costaud va me claquer entre les pattes, pensa Eve. Il raccorda l'embout mâle du masque à l'embout femelle du réservoir à oxygène, pénétration violente qui devait, espérait-il, garder Dugan en vie. Il entendit l'oxygène sourdre doucement dans le masque doré. Bon, jusqu'à présent, ça marchait. Il se pencha, plaça le masque sur la bouche et le nez de Dugan et fixa les élastiques autour de sa tête pour le maintenir en place. Puis il attendit avec anxiété ce qui allait arriver. Si Dugan ne sortait pas de son vertige d'ici 30 à 40 secondes, il laisserait tomber. David avait disparu et Illy était malade, mais ça ne lui donnait pas le droit d'assassiner Dugan, qui ne savait pas en venant dans quel pétrin il se fourrait. 20 secondes passèrent, puis 30. Eve passait la marche arrière pour faire demi-tour au coin du jardin de Bobby quand Dugan eut un sursaut, inspira profondément et ouvrit les yeux. Il semblait très grand, très bleu et stupéfait par-dessus le masque doré. Les couleurs revenaient peu à peu sur les joues du policier. « Mais qu'est-ce que... » dit-il en portant la main au masque. « Gardez-le, dit Eve, en posant une de ses vieilles mains percluses d'arthrite sur celle de Butch. « L'air ambiant vous empoisonnait. Vous tenez vraiment à respirer encore ?» Butch lâcha le masque qui remua sur son visage quand il dit « Et combien de temps peut durer la provision d'oxygène ?»« Une 20aine de minutes, m'a dit le vendeur, répondit Eve. C'est une valve qui marche à la demande. Retirez le masque de temps à autre. Quand vous sentez que ça va mal à nouveau, remettez-le. Je veux continuer, si vous le pouvez. Ça ne peut plus être loin, mais il faut que je sache. » Dugan approuva du chef. La Cherokee bondit en avant. Dugan regarda les bois autour d'eux. Le silence, pas un chant d'oiseau, pas un animal, rien. C'était de très mauvais augure, très très mauvais.
Faiblement, bien loin dans sa tête, il entendait comme le murmure de transmission sur onde courte. Il regarda Ève. « Mais qu'est-ce qui se passe donc ici, nom de Dieu ?»« Eh bien, c'est ce qu'on cherche à comprendre, » dit Ève. Sans quitter des yeux la piste défoncée, Ève fourragea dans le sac. Dugan grimaça quand le bas de caisse de la Cherokee frotta contre un monticule un peu plus protubérant que les autres. Ève sortit un gros revolver Colt 45. Il avait l'air assez vieux pour que son propriétaire d'origine s'en soit servi pendant la Première Guerre mondiale. « C'est à vous ?» demanda Dugan, étonné de la vitesse à laquelle l'oxygène le ramenait à la vie. « Oui. Et on vous a appris à vous servir de ces trucs-là, non ?» demanda Ève. « Oui, bien qu'il n'eût jamais vu une antiquité pareille. »« Il se pourrait que vous ayez à l'utiliser aujourd'hui, » dit Ève en le lui tendant. « Mais qu'est-ce que... Oh, faites gaffe, il est chargé !» Devant eux, la piste se mettait soudain à descendre. Un énorme reflet traversa le feuillage des arbres. Le soleil rebondissait sur un gigantesque objet de métal. Ève freina, terrifiée soudain jusqu'au plus profond de son cœur. « Nom de Dieu !» entendit-il Dugan murmurer à côté de lui. Ève ouvrit la porte et sortit. Comme ses pieds touchaient le sol, il se rendit compte que la terre nue était parcourue de petits courants de poussière et qu'elle vibrait très rapidement. La seconde d'après, une musique assourdissante fusa dans sa tête avec la force d'un cyclone. Elle joua pendant une trentaine de secondes, mais la douleur le tortura à tel point qu'il eut l'impression qu'elle ne cesserait jamais. Elle s'arrêta d'un coup. Il vit Dugan debout devant la Cherokee, le masque pendant sous son menton. Il tenait le réservoir d'oxygène d'une main par les sangles, le 45 de l'autre. Il regardait Ève avec appréhension. « Je vais bien, » dit Ève. « Ah oui ? Vous saignez du nez, » dit Dugan. « Exactement comme ce type que j'ai vu en passant à la ferme. » Ève passa un doigt sous son nez et regarda le sang qui le maculait. Il essuya son doigt sur son pantalon et regarda Dugan. « N'oubliez pas de remettre le masque quand vous vous sentirez partir. »« Oui, ne vous en faites pas. » Ève retourna à la Cherokee et fourragea à nouveau dans son sac à malice. Il en sortit un appareil Kodak à disque et un truc qui semblait le produit des amours illicites d'un pistolet à bouchon et d'un sèche-cheveux. « C'est votre lance-fusée » demanda Dugan avec un petit sourire. « Oui, mais reprenez le masque, Dugan, vous perdez vos couleurs. » Dugan remit le masque et les deux hommes s'avancèrent vers la chose luisante dans le bois. À 15 mètres de la Cherokee, Ève s'arrêta. C'était plus qu'énorme, c'était titanesque. Une fois complètement dégagé, ça pourrait sûrement contenir un transatlantique. « Donnez-moi la main » dit brusquement Ève à Dugan. Dugan s'exécuta, mais il voulut savoir pourquoi. « Parce que je suis mort de peur » dit Ève. Dugan serra sa main. L'arthrite d'Ève craqua, mais il serra à son tour la main de Dugan, et les deux hommes reprirent leur marche. Bobby et Judd sortirent les fusils du magasin et les placèrent à l'arrière du pick-up. Ce petit détour n'avait pas pris longtemps, mais Dick et les autres avaient une bonne avance, et Bobby poussa son moteur aussi vite qu'elle l'osa pour les rattraper. L'ombre du véhicule raccourcissait à mesure qu'on approchait de midi. Soudain, Bobby se raidit un peu derrière le volant. « Tu n'as rien entendu ?»« Oui, j'ai entendu quelque chose, » répondit Judd. « C'est ton copain ?»« Oui, Garde les a vus, il appelle à l'aide. »« Et combien sont-ils ?»« 2, dans une Jeep. Ils se dirigent vers le vaisseau. »« Ah, les salauds !» cria Judd en abattant un poing sur sa cuisse droite. « Foutu salaud de fouille-merde !»« Oh, on va les rattraper, » dit Bobby. « Ne t'en fais pas. » Un quart d'heure plus tard, ils étaient à la ferme. Bobby rangea son pick-up derrière la Nova d'Allison et la Cadillac d'Archambault. Elle regarda le groupe d'hommes et se dit que ça ressemblait beaucoup à leurs réunions nocturnes, les réunions de ceux qui devaient, évoluer les premiers, devenir particulièrement forts. Mais il manquait Hazel, tandis que Beach, Joe Summerfield et Adlai McKean n'étaient jamais entrés dans le hangar. « Prends les fusils, dit-elle à Judd. « Joe, aide-le. Et souviens-toi, pas de coup de feu sauf en cas d'urgence, et n'abat pas le flic quoi qu'il arrive. » Elle jeta un coup d'œil vers le porche et vit Garde allongé sur le dos. La bouche ouverte, il respirait lentement en émettant des ronflements rouillés. Les yeux de Bobby s'adoucirent. Il y avait beaucoup de gens à Haven, Dick Allison et Newt Beringer parmi les premiers probablement, qui pensaient qu'elle aurait dû se débarrasser de Garde depuis longtemps. Rien n'avait vraiment été dit, mais à Haven, il n'était plus nécessaire de dire les choses. Bobby savait que si elle envoyait une balle dans la tête de Garde, il y aurait tout un peloton de fossoyeurs bénévoles pour l'aider à l'enterrer. Il n'aimait pas Garde parce que sa plaque dans la tête l'immunisait contre l'évolution et empêchait presque qu'on lise ses pensées. Il était son frein, et ça aussi c'était moche.
La vérité était beaucoup plus simple, elle l'aimait toujours. Elle était encore assez humaine pour ça. Il faudrait bien qu'ils l'admettent, ivres ou non, quand ils avaient eu besoin d'être prévenus, Garde avait donné l'alarme. Judd et Joe Summerfield revinrent avec les fusils. Il y en avait 6 de divers calibres. Bobby s'arrangea pour que 5 reviennent à des gens en qui elle pouvait avoir une totale confiance, et elle donna le 6e, un 22, à Beach, qui sinon se serait plaint. Comme ils étaient tous occupés par le rituel de la distribution des fusils, aucun ne remarqua que Gardner avait à demi ouvert ses yeux injectés de sang et les regardait. Personne n'entendit ses pensées. Il avait appris à les rendre impénétrables. « Allons-y, dit Bobby, et n'oubliez pas que je veux ce flic indemne. » Ils partirent en groupe serré. Eve et Butch s'arrêtèrent bien en retrait, du bord de ce qui était maintenant une entaille inégale, longue de plus de 300 mètres de droite à gauche et béante de 20 mètres en son point le plus large. Le vieux break hybride de Bobby, fatigué et usé, tenait compagnie au tracteur gonflé armé de son appendice en forme de tournevis géant. D'autres engins étaient tapis près d'un abri de rondins écorcés. Eve vit une tronçonneuse d'un côté, une déchiqueteuse de l'autre. Un gros tas de sueur détrempée s'amoncelait sous la déchiqueteuse. Il y avait des bidons d'essence dans l'abri et un bidon noir marqué diesel. Quand Eve avait entendu pour la première fois les bruits venant des bois, il avait pensé que les papeteries de Nouvelle-Angleterre exploitaient à nouveau la forêt, mais ce n'était pas un travail de bûcheron, c'était des fouilles. Cette monstrueuse soucoupe luisait dans le soleil. On ne pouvait en détacher les yeux, on y revenait irrésistiblement. Gardner et Bobby avaient creusé davantage encore le flanc de la colline. 30 mètres de métal poli d'un gris argenté jaillissaient maintenant de la terre dans la lumière verte et dorée du soleil. S'ils s'étaient penchés sur la tranchée, ils en auraient vu 15 mètres de plus. Mais aucun des deux ne s'approcha suffisamment pour regarder. « D'où Jésus ?» dit Dugan en écartant le masque doré de son visage et en arrondissant ses yeux bleus. « D'où Jésus, c'est un vaisseau spatial. Vous croyez qu'il est à nous ou qu'il est russe ? Seigneur, il est aussi grand que le Queen Mary. Non, il n'est pas russe, il n'est pas... » Il retomba dans le silence. En dépit de l'oxygène, ses maux de tête revenaient. Eve leva son appareil photo et prit 7 clichés aussi vite que son doigt pouvait presser le bouton. Puis il se décala d'une dizaine de mètres vers la gauche et prit 5 autres photos à côté de la déchiqueteuse. « Poussez-vous vers la droite, dit-il à Dugan. « Comment ? À droite. Je veux vous prendre sur les 3 dernières, pour l'échelle. » Dugan fit 4 très petits pas vers la droite. Eve leva son appareil, un cadeau de Briand et Marie pour une fête des pères, et prit les 3 dernières photos. Dugan était très grand, mais le vaisseau enterré le réduisait à la taille d'un pygmée. « C'est bon, dit Eve. » Dugan recula vite, mais à tout petit pas prudent, sans quitter des yeux l'immense objet rond. Eve se demanda s'il y aurait quelque chose sur la pellicule. Ses mains avaient tremblé. Et le vaisseau, car c'était certainement une sorte de vaisseau spatial, risquait d'émettre des radiations qui pourraient voiler le film. Et même si ça sort, qui le croira, hein, qui, dans un monde où les enfants vont chaque dimanche soir voir des films comme La Guerre des Étoiles. « Je voudrais partir d'ici, dit Dugan. Eve regarda le vaisseau un moment de plus, se demandant si David était à l'intérieur, prisonnier, errant dans des couloirs inconnus, passant par des portes taillées pour des formes inhumaines, mourant de faim dans l'obscurité. Non, s'il était là-dedans, il serait mort de faim depuis longtemps, mort de faim ou de soif. Il glissa son appareil photo dans la poche de son pantalon, revint vers Dugan et prit le pistolet lance-fusée. « Ouais, je crois, commença Eve, mais il s'interrompit. Dans la direction de la Cherokee, une ligne d'hommes, avec une femme, se détachait devant les arbres. Certains étaient armés. Eve les reconnut tous, et aucun. Bobby s'engagea sur la pente pour rejoindre les 2 hommes. Les autres la suivirent. « Salut, Eve, dit Bobby d'une voix gentille. Dugan leva le 45 en regrettant de ne pas sentir dans son poing la crosse familière de son 357 Magnum de service. « Halte !» dit-il. Il n'aimait pas la façon dont le masque doré avait étouffé ce mot, l'avait privé de son autorité. Il le retira. « Vous êtes tous en état d'arrestation. »« Oh, tu fais pas le poids, Butch, dit Newt Beringer d'un ton plaisant. »« On va lui faire sa fête, grogna Beach. » Dick Allison lui fit les gros yeux. « Tu ferais mieux de remettre ton masque, Butch, dit Hadley McKean, avec un demi-sourire moqueur. Je crois que t'es en train de tourner de l'œil. » Butch avait commencé à se sentir mal dès qu'il avait retiré le masque. Le chuchotement constant de leurs pensées ne faisait qu'aggraver les choses. Il remit le masque en place, en se demandant combien d'oxygène pouvait rester dans le réservoir.
Baissez votre arme, dit Bobby. Et vous, Eve, baissez votre pistolet lance-fusée. Personne n'a l'intention de vous faire de mal. Où est David demanda brutalement Eve. C'est lui que je veux, sale garce. Il est sur Altaïr 4 avec Bobby le robot et le docteur Mobius, dit Kyle Archambault en gloussant. Il pique-nique au milieu des banques de mémoire Krell. Tais-toi, dit Bobby, qui se sentit soudain un peu perdue, honteuse, décontenancée. Garce? Est-ce que c'était bien ainsi que le vieil homme l'avait appelé? Sale garce? Elle eut envie de lui dire qu'il se trompait, que ce n'était pas elle, la garce, mais sa sœur, Anne. Et soudain, une image confuse s'imposa à elle. La détresse du vieil homme, celle de garde, la sienne propre, toute mêlée. Elle ne faisait plus attention. Profitant de cet instant de distraction, Eve Hillman leva son pistolet et tira une fusée éclairante. Si Dugan avait voulu le faire, ils auraient connu ses intentions avant qu'il n'agisse, mais avec le vieil homme c'était différent. Il eut un pfiou et un pfiou. Beach Jerningan explosa en flamme blanche, tituba en arrière et lâcha son 22. Ses yeux perlèrent, fondirent, puis éclatèrent après s'être remplis de phosphore brûlant. Ses joues se mirent à couler. Il ouvrit la bouche et agrippa sa poitrine tandis que l'air surchauffé qu'il inspirait se dilatait et faisait éclater ses poumons. Tout arriva en quelques secondes. La ligne d'homme ondula et perdit de sa cohésion. Il reculait, le visage blanc de terreur. Ils entendaient Beach Jerningan mourir dans leur tête. « Venez !» cria Eve à Dugan en courant vers la Cherokee. Judd Tarkington tenta de l'arrêter. Eve lui balança le canon brûlant de son pistolet à travers le visage, lui entaillant la joue et lui cassant le nez. Judd recula en agitant les bras, s'emmêla les pieds et s'étala. Beach brûlait sur le sol boueux et raviné. Il porta faiblement une main tordue et décharnée à sa gorge, sursauta et retomba, inerte. Dugan se mit en mouvement et courut derrière le vieil homme qui saisissait déjà la porte de la Cherokee. Bobby entendit les pensées de Beach s'évanouir, s'éteindre, et elle se retourna juste à temps pour voir que le vieil homme et le flic étaient sur le point de s'échapper. « Pour l'amour de Dieu, les gars, arrêtez-les !» Cela les réveilla de leur paralysie, mais Bobby avait réagi la première. Elle rattrapa Eve et abattit la croche de son fusil sur la nuque du vieil homme. Le visage d'Eve s'écrasa sur le haut de la porte de la Jeep. Le sang jaillit de son nez et il tomba à genoux étourdi. Bobby leva à nouveau son fusil, mais Dugan, qui se trouvait de l'autre côté de la voiture, tira par la fenêtre du passager avec le 45 du vieil homme. Bobby sentit un gros marteau brûlant s'abattre sur le bas de son épaule droite. Son bras droit fut tiré puissamment vers le haut et elle lâcha son arme. Le coup insensibilisa un instant sa chair, puis la chaleur revint, une fournaise qui se diffusait et la cuisait de l'intérieur. Elle recula et porta la main gauche à l'endroit où le marteau l'avait frappée, s'attendant à trouver du sang. Elle n'en trouva pas, du moins pas encore, mais seulement un trou dans son chemisier et dans la chair en dessous. Les bords du trou étaient chauds et tremblants. Le sang coulait dans son dos, beaucoup de sang, mais le choc l'avait engourdie et elle ne ressentait pas encore vraiment de douleur. Sa main gauche avait trouvé le petit orifice d'entrée. La blessure de sortie était aussi grosse qu'un poing d'enfant. Elle vit le visage blême et paniqué de Dick Allison. « Ça ne va pas, bon Dieu, pas du tout. Il faut l'avoir avant qu'il nous ait, ce foutu fouilleur de merde. Fouilleur de merde !»« Non, ne tire pas !» hurla Bobby. La douleur explosa en elle. Le sang jaillit de sa bouche en un jet très fin. La balle lui avait déchiré le poumon droit. Allison hésita. Avant que Dugan ait pu lever à nouveau son arme, Newt et Joe Summerfield s'étaient avancés. Dugan se tourna vers eux et Newt abattit le canon de son fusil sur la main qui tenait le 45. Le second coup de Dugan partit dans le sol. « Arrêtez, Dugan! Arrêtez, ou vous êtes mort !» cria John Anders, le principal du collège. « Il y a 4 fusils braqués sur vous, à votre droite. » Dugan se retourna et vit 4 hommes tenant leurs armes. Allison, qui louchait toujours et n'avait pas encore réussi à se désengluer complètement, semblait prêt à tirer au premier pet d'écureuil. « Ils vont te tuer, de toute façon. Tu ferais bien de partir comme John Wayne. Merde, ils sont tous fous. » « Non, dit Bobby, qui s'était adossé au capot de la Jeep, tandis que le sang coulait toujours de sa bouche et imbibait le dos de son chemisier. « Nous ne sommes pas fous. Nous n'allons pas vous tuer. Vérifiez vous-même. » Dugan s'introduisit maladroitement dans la tête de Bobby Anderson et vit qu'elle était sincère. Mais il y avait un piège quelque part, quelque chose qu'il aurait compris s'il n'avait pas été si novice dans l'art étrange de la transmission de pensée. C'était comme les petits caractères au dos d'un contrat de vente de voiture. On se disait qu'on les lirait plus tard.
Ces types n'étaient que des amateurs, et il lui restait peut-être une chance de s'en sortir sans mal. Mais soudain, Adlai McKean arracha le masque doré du visage de Butch, et celui-ci se sentit presque immédiatement pris de vertige. « Je te préfère comme ça, dit Adlai. Tu penseras pas tant à t'enfuir, sans ton air en boîte. » Butch combattit le vertige et regarda Bobby Anderson. « Je crois qu'elle va mourir. »« Oh, pense ce que tu veux. » Il se redressa et fit un pas en arrière, quand cette pensée inattendue emplit sa tête. Il la regarda de plus près. « Et le vieux ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas... » commença Bobby. Elle toussa et du sang jaillit de sa bouche. Des bulles se formèrent dans ses narines. Cal et Newt s'approchèrent d'elle, mais elle les écarta de la main. « Ce n'est pas votre problème. Nous allons monter tous les deux à l'avant de la Jeep, et c'est vous qui conduirez. Il y aura 3 hommes armés à l'arrière, pour le cas où vous tenteriez un sale coup. »« Je veux savoir ce qui va arriver au vieil homme, » répéta Butch. Bobby fit un gros effort pour lever son arme. Elle écarta ses cheveux mouillés de sueur de sa main gauche. Sa main droite pendait, inutile, sur le côté. C'était comme si elle voulait que Degan la voie bien, qu'il l'évalue. C'est ce qu'il fit. La froideur qu'il lut dans ses yeux était bien réelle. « Je ne veux pas vous tuer, dit-elle doucement. Vous le savez. Mais si vous dites un mot de plus, ces hommes vous exécuteront sur le champ. Nous vous enterrerons à côté de Beach et nous courrons notre chance. » Eve Hillman tentait de se remettre sur ses pieds. Il semblait étourdi. Il ne savait plus où il était. Il essuya le sang de son front, comme si c'était de la sueur. Une nouvelle vague de malaise submergea Butch, et une pensée délicieusement apaisante lui vint. « C'est un rêve ? C'est seulement un rêve ?» Bobby sourit sans humour. « Pensez-le si vous voulez, dit-elle, mais montez dans la Jeep. » Butch monta et se glissa derrière le volant. Bobby fit le tour du véhicule pour prendre place sur le siège du passager. Elle se mit à nouveau à tousser, éclaboussant la voiture de sang, et ses genoux plièrent. Il fallut que 2 des autres l'aident. « Je ne fais pas que le penser, je sais qu'elle va mourir. » Bobby tourna la tête et le regarda. Cette voix mentale, si claire, « Pense ce que tu veux », remplit à nouveau sa tête. Archambault, Summerfield et McKean se tassèrent sur le siège arrière de la Cherokee. « En route » murmura Bobby. « Et lentement. » Butch commença à reculer. Il allait voir une fois encore Eve Hillman, mais il ne s'en souviendrait pas. Plus tard, presque tous les souvenirs de Butch seraient effacés comme de la craie sur un tableau noir. Le vieil homme était debout, éclairé par le soleil, avec cette stupéfiante forme de soucoupe à l'arrière-plan. De grands types l'entouraient, et à 3 mètres à sa gauche, gisait au sol quelque chose qui ressemblait à un chien calciné. « Tu ne t'es pas si mal débrouillé, vieil homme. En ton temps, tu as dû être quelqu'un, et tu n'étais pas du tout fou, en fait. » Hillman leva les yeux et haussa les épaules, comme pour dire « Enfin, on a essayé. » Encore un vertige. Butch sentit soudain sa vision se troubler. « Je ne suis pas sûr de pouvoir conduire, dit-il. » Sa voix sembla lui revenir de très loin dans les oreilles. « Cette chose, ça me rend malade. »« Est-ce qu'il reste de l'air dans son réservoir, Adlai ?» murmura Bobby. Son visage était tellement cendreux qu'en comparaison, le sang semblait très rouge sur ses lèvres. « Le masque siffle un peu, » répondit Adlai. « Alors remets-lui, dit-elle. » Un moment après que le masque eût été fermement replacé sur sa bouche et sur son nez, Butch se sentit mieux. « Profitez-en tant que vous pouvez, » murmura Bobby, avant de s'évanouir. Les cendres retournent aux cendres, la poussière à la poussière. Nous mettons donc le corps de notre ami Ruth McCausland en terre et remettons son âme à Dieu. Le cortège s'était déplacé vers le joli petit cimetière situé sur une colline à l'ouest du village. Les gens s'étaient rassemblés autour de la tombe ouverte. Le cercueil de Ruth était suspendu au-dessus. Il y avait bien moins de monde qu'à l'église. Beaucoup des étrangers, qu'ils aient souffert de migraines ou de nausées, ou qu'ils aient brûlé d'une fièvre dîner nouvelle, avaient saisi l'occasion de l'entracte pour s'esquiver. Les fleurs posées à la tête de la tombe ondulaient doucement dans la brise d'été. Quand le révérend Gundringer leva la tête, il vit une rose d'un jaune lumineux tourbillonner jusqu'en bas de la colline herbeuse. Au-delà, et en contrebas de la clôture blanche, un peu décrépie du cimetière, il aperçut le clocher de l'hôtel de ville. Il oscillait légèrement dans l'air lumineux, comme si on le voyait à travers une brume de chaleur. Mais Goringer se dit néanmoins que l'illusion n'était vraiment pas si mauvaise que ça. Les étrangers au village n'avaient jamais vu de plus bel effet de lanterne magique de leur vie, et ils ne le savaient même pas. Ses yeux rencontrèrent un instant ceux de Frank Spruce. Il y eut un grand soulagement, et il se dit que Frank lisait tout aussi clairement la même chose dans les siens.
Beaucoup des étrangers retourneraient d'où ils étaient venus et diraient à leurs amis que la mort de Ruth avait ébranlé les fondations de la petite communauté. Les gens de Haven semblaient à peine être là. Ce qu'aucun des étrangers ne savait, se dit Goringer, c'était que Haven suivait avec une grande attention les événements qui se déroulaient près du vaisseau. Pendant un moment, les choses étaient allées très mal, mais maintenant on contrôlait à nouveau la situation. Pourtant, Bobby Anderson risquait de mourir si on ne l'amenait pas à temps dans le hangar, et c'était très triste. Mais on contrôlait la situation, l'évolution allait continuer, c'était tout ce qui comptait vraiment. Goringer tenait sa Bible ouverte d'une main, le vent agitait un peu les pages, il leva son autre main. Les fidèles rassemblés autour de la tombe de Ruth baissèrent la tête. « Que le Seigneur te garde, que le Seigneur lève son visage et qu'il t'illumine et te donne la paix. Amen. » Tout le monde releva la tête, Goringer sourit. « Des rafraîchissements seront servis dans la bibliothèque pour ceux d'entre vous qui voudraient y faire halte un moment en souvenir de Ruth, dit-il. L'acte 2 était terminé. Kyle glissa doucement la main dans la poche de Bobby et fouilla jusqu'à ce qu'il trouve l'anneau de son porte-clés. Il le sortit, examina les clés et saisit celle qui ouvrait le cadenas de la porte du hangar. Il l'inséra dans la serrure, mais ne la tourna pas. Hadley et Joe Summerfield surveillaient Dugan, toujours au volant. Butch trouvait de plus en plus difficile d'inspirer l'air du masque. L'aiguille de la jauge était dans le rouge depuis 5 minutes au moins. Kyle les rejoignit. « Va voir où en est le poivreau, dit Kyle à Joe Summerfield. On dirait qu'il est toujours dans les vapes, mais je ne lui fais pas confiance. » Joe traversa la cour, monta sur le porche et examina Gardner de près, au point que l'haleine puante de garde le fit grimacer. Cette fois, il n'y avait pas d'entourloupe. Gardner s'était trouvé une bouteille de scotch toute neuve et avait bu jusqu'à sombrer dans l'oubli. Pendant qu'ils attendaient que Joe revienne, Kyle dit à Hadley « Bobby va sûrement mourir. Dans ce cas, la première chose que je ferai sera de me débarrasser de cette loque. » « Il est dans les vapes, dit Joe en les rejoignant. Kyle hocha la tête et tourna la clé dans le cadenas pendant que Joe allait surveiller le flic en compagnie d'Hadley. Kyle dégagea le cadenas et entr'ouvrit la porte. On entendait un curieux bruit de liquide en mouvement. C'était presque, mais pas vraiment, comme le bruit d'une machine à laver. Kyle fit involontairement un pas en arrière, le visage momentanément crispé en une expression de peur et de dégoût mêlée de respect. Rien que l'odeur, épaisse, fétide et organique, aurait suffi à assommer son homme. Kyle comprit, comme tous les autres, que la double nature des Tommy Knockers se fondait en une seule. La danse de la contre-vérité était presque terminée. Le bruit de liquide en mouvement, l'odeur, et puis un autre bruit, quelque chose comme le faible jappement bouillonnant d'un chien qui se noie. Kyle était déjà entré 2 fois dans le hangar, mais il ne se souvenait pas de grand-chose. Il savait naturellement que c'était un lieu important, un lieu bénéfique qui avait accéléré sa propre évolution. Mais la part d'humanité qu'il conservait encore restait en proie à un effroi presque superstitieux. Il revint vers Hadley et vers Joe. « On ne peut pas attendre les autres. Il faut qu'on porte Bobby là-dedans immédiatement si on veut garder une chance de la sauver. » Le flic, constata-t-il, avait retiré son masque. L'appareil inutile était posé sur le siège à côté de Butch. C'était bien. Comme Hadley l'avait dit, dans les bois, il penserait moins à s'échapper sans son air en conserve. « Gardez vos flingues pointés sur le flic, dit Kyle. Et Joe, aide-moi pour Bobby. »« Que je t'aide à la porter dans le hangar ?»« Bah non, au zoo de Rumford, pour qu'elle voie les lions, hurla Kyle. « Bah oui, bien sûr, dans le hangar, couillon. »« Oh, je ne crois pas que je veux y rentrer. Pas encore, dit Joe, dont les yeux allaient de la lumière verte à Kyle, tandis qu'un petit sourire gêné fendait sa bouche. « Ah, je vais t'aider, dit doucement Hadley. Bobby était une bonne copine. Ce serait dommage si elle crevait avant qu'on soit arrivé au bout. »« D'accord, dit Kyle. Occupe-toi du flic, Joe. Et si tu fais une connerie, je te jure que je te tuerai. »« Oh, je n'en ferai pas, Kyle, dit Joe, dont les yeux trahirent le soulagement, bien qu'il ne se soit pas départi de son sourire honteux. Je ferai bien attention à lui. »« On compte sur toi, dit faiblement Bobby. Ils en furent tous stupéfaits. Kyle la regarda, puis regarda Joe. Joe ne put soutenir le franc mépris révélé par le regard de Kyle, mais il ne tourna pas les yeux vers le hangar, vers cette lumière, vers ces bruits mouillés et grondants. « Bon, allez, Hadley, dit enfin Kyle. Emportons Bobby à l'intérieur. Plus vite ça commencera, plus vite ça finira. » Hadley Mackin, la cinquantaine, presque chauve, rablé, ne faiblit qu'un instant. « Est-ce que... » commença-t-il en se léchant les lèvres. « Kyle, est-ce que c'est terrible, là-dedans ?»
Oh, je ne m'en souviens pas précisément, dit Kyle. Je sais seulement que je me sentais très bien en ressortant, comme si j'en savais plus, comme si je pouvais en faire plus. Ah, dit Hadley, d'une voix presque inexistante. Tu seras l'un des nôtres, Hadley, dit Bobby de la même voix faible. Bon, d'accord, dit Hadley, dont le visage, bien qu'encore effrayé, se raffermit. Essayons de ne pas lui faire mal, dit Kyle. Ils emmenèrent Bobby dans le hangar. Joe Summerfield détourna brièvement son attention de Degan pour les regarder disparaître dans la lueur verte, et il lui sembla qu'ils avaient vraiment disparu, et non qu'ils étaient simplement entrés dans un hangar. Ce bref instant aurait suffi à l'ancien Butch Degan. Il le comprit d'ailleurs, mais il ne fut tout simplement pas capable de le mettre à profit. Aucune force dans ses jambes, une nausée horrible au creux de l'estomac, la tête qui battait et grondait. « Je ne veux pas entrer là-dedans. » Il ne pourrait pourtant rien faire s'il décidait de l'y traîner. Il était si faible. Et il glissa dans l'inconscience. Au bout d'un moment, il entendit des voix et leva la tête. Il lui fallut faire un effort parce qu'il lui sembla que quelqu'un avait versé du ciment dans l'une de ses oreilles jusqu'à lui remplir toute la tête. Le reste de l'équipe sortait de la végétation que couvrait le jardin de Bobby. Ils poussaient rudement le vieil homme devant eux. Eve Hillman se prit les pieds dans une ronce et tomba. L'un des hommes, Tarkington, lui donna un coup de pied pour qu'il se relève, et Butch entendit très clairement les pensées de Tarkington. Il était scandalisé par ce qu'il considérait comme le meurtre de Beach Jerningan. Hillman tituba vers la Cherokee. C'est alors que la porte du hangar s'ouvrit. Kyle Archambault et Hadley McKean sortirent. McKean n'avait plus l'air effrayé, ses yeux luisaient, et un grand sourire édenté étirait ses lèvres. Mais ce n'était pas tout, il y avait autre chose. Alors Butch comprit. Il semblait que pendant les quelques minutes que les deux hommes avaient passées à l'intérieur, une grande partie des cheveux d'Hadley McKean avait disparu. « J'y retournerai chaque fois qu'il faudra, Kyle, disait-il. Pas de problème. » Et il y avait encore autre chose, mais maintenant tout semblait vouloir lui échapper à nouveau, et Butch se laissa emporter. Le monde s'estompa, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que ses bruits mouillés et le reflet de la lumière verte sur ses paupières. Acte 3. Ils étaient assis dans la bibliothèque du village. Tous avaient approuvé l'idée de lui donner maintenant le nom de Ruth McCausland. Ils buvaient du café ou du thé glacé, du Coca-Cola ou du Canada Dry. Ils ne buvaient rien d'alcoolisé, pas aux funérailles de Ruth. Ils mangeaient de tout petits sandwichs triangulaires au thon ou fourrés de fromage blanc au poivron. Ils mangeaient de la viande froide et de la salade à la gelée rouge où des filaments de carottes flottaient comme des fossiles dans de l'ambre. Ils parlaient beaucoup, mais la pièce était presque silencieuse. S'il y avait eu des micros, les espions en auraient été pour leurs frais. La tension, qui avait fermé bien des visages à l'église, pendant que le contrôle de la situation dans les bois risquait de leur échapper, se dissipait maintenant. Bobby était dans le hangar. On y avait aussi entraîné ce fouille-merde d'Eve Hillman, et en dernier, on y avait même emmené ce fouille-merde de flic. Le cerveau du groupe avait perdu la trace de ces gens au moment où ils étaient entrés dans le reflet de cuivre oxydé de la lumière verte. Ils mangeaient, buvaient, et écoutaient, et parlaient, et personne ne disait un mot. Et c'était très bien comme ça. Le dernier étranger avait quitté le village après la bénédiction de Göringer au bord de la tombe, et à Haven, on se retrouvait de nouveau entre soi. Est-ce que ça va aller maintenant ? Oui, ils comprendront pour Dugan. Tu en es sûr ? Oui, ils comprendront, ils croiront qu'ils comprennent. L'horloge 7 Thomas, sur le bandeau de la cheminée, donation du collège après la fête du printemps, émettait avec son tic-tac le bruit le plus sonore de la pièce. De temps à autre résonnait le cling décoratif d'une tasse de porcelaine, très faible, par-delà les fenêtres ouvertes, le son d'un avion au loin. Pas de chant d'oiseaux, personne ne les regrettait. Ils mangeaient et buvaient, et quand on sortit du GAN du hangar de Bobby, vers 1h30 cet après-midi-là, ils le surent. Les gens se levèrent, et des conversations, de vraies conversations, éclatèrent tout d'un coup. Les bols tupperware furent recouverts, les sandwichs restants se retrouvèrent dans des sacs. Claudette Ruval, la mère d'Ashley, posa un morceau de papier d'aluminium sur les restes du ragoût qu'elle avait apporté. Ils sortirent, souriants et bavards, et chacun se dirigea vers son chez-soi. L'acte 3 était terminé. Gardiner revint à lui vers le crépuscule, avec une féroce migraine de lendemain de cuite, et la sensation que des choses étaient arrivées dont il ne parvenait pas à se souvenir. « Tu as finalement réussi, garde, se dit-il. Tu as finalement réussi à perdre conscience. T'es satisfait ?»
Il parvint à descendre du porche et à tituber autour de la maison, hors de vue de la route, avant de vomir. Il ne fut pas surpris de trouver du sang dans ses vomissures. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois il y avait pourtant plus de sang que d'habitude. Ses rêves. Bon Dieu, il avait fait de bien étranges cauchemars, cuites ou non. Des gens devant la maison qui allaient et venaient, tellement de gens qu'il ne manquait plus qu'une fanfare, et la clique de Majorette. La police de Dallas était là ce matin, et tu t'es saoulé pour ne pas la voir, putain de lâche. Mais c'était des cauchemars, c'était tout. Il s'écarta de la flaque de dégueulis encadrée par ses pieds. Le monde oscillait, se brouillait, puis redevenant clair au rythme des battements de son cœur. Et Gardner comprit qu'il s'était approché dangereusement de la mort. En fin de compte, il était bien en train de se suicider, sauf qu'il se suicidait à petit feu. Il posa son bras contre le mur de la maison et son front sur son bras. « Monsieur Gardner, est-ce que ça va ?»« Comment ?» s'écria-t-il en sursautant. Son cœur frappa 2 coups violents, s'arrêta un temps infini, puis se remit à battre si rapidement que Gardner pouvait à peine distinguer les pulsations. Son mal de tête atteignit soudain l'insupportable. Il se retourna. Bobby Trémin était planté là, surpris, un peu amusé même, mais pas vraiment désolé d'avoir fait une telle peur à Gardner. « Oh, monsieur Gardner, je ne voulais pas vous surprendre. »« C'est pourtant ce que tu as fait, pauvre con, et tu le sais parfaitement. » Le petit Trémin silla rapidement, à plusieurs reprises. Gardner se dit que Bobby avait saisi une partie de sa pensée, mais se rendit compte au même instant qu'il s'en foutait complètement. « Où est Bobby ?» demanda Garde. « Je suis... Oh, je sais qui tu es. Je sais où tu es. Juste devant moi. Alors, où est Bobby ?»« Eh bien, je vais vous dire, » commença Bobby Trémin. Son visage s'ouvrit, ses yeux s'agrandirent. Il prit un air parfaitement honnête, et Gardner se retrouva soudain renvoyé à l'époque où il enseignait. C'était la tête que prenaient les étudiants qui avaient passé un long week-end à skier, baiser et boire, quand il venait lui expliquer qu'ils ne pouvaient pas lui rendre un devoir parce que leur mère était morte le samedi. « Vas-y, raconte, » dit Garde. Gardner s'adossa au pignon de bois de la maison, regardant l'adolescent rougi par le soleil couchant. Par-dessus son épaule, il voyait le hangar, le cadenas, les fenêtres condamnées avec des planches. Il avait vu le hangar dans son rêve, il s'en souvenait. Un rêve ou ce dont tu ne veux pas admettre la réalité? Pendant un instant, le gamin eut l'air franchement déconcerté par l'expression cynique de Gardner. « Eh bien, mademoiselle Anderson a eu une insolation, » dit l'adolescent. « Des hommes l'ont trouvée près du vaisseau et ils l'ont emportée à l'hôpital de Derry. Et comme vous étiez dans les vapes... »« Mais est-ce qu'elle va bien ?» demanda Gardner en se redressant. « Eh bien, je ne sais pas, » répondit Trémin. « Ils sont toujours avec elle, personne n'a téléphoné. En tout cas, pas depuis que je suis arrivé, il y a environ 3 heures. » Gardner s'écarta du mur et contourna la maison, la tête baissée, luttant contre les suites de sa cuite. Il s'attendait à ce que le gamin lui mente, et peut-être avait-il menti sur la nature de ce qui était arrivé à Bobby, mais Gardner sentait un fond de vérité dans ses paroles. Bobby était malade, blessé ou quelque chose comme ça, ce qui expliquait ces allées et venues dont il se souvenait. Il se dit que Bobby les avait appelés mentalement, bien sûr. Elle les avait appelés mentalement. Le plus beau numéro de la semaine, mesdames et messieurs, et on ne voit ça qu'à Haven. « Mais où allez-vous » demanda Bobby Trémin, d'une voix soudain très aiguë. « Eh bien, à Derry, » répondit Garde. Gardner était arrivé au bout de l'allée où le pick-up de Bobby était garé près de la grosse Dodge Challenger jaune du petit Trémin. Gardner se retourna vers le gosse. Le soleil couchant marquait son visage de flammes rouges et d'ombres noires qui lui donnaient l'air d'un Indien. Gardner y regarda de plus près et comprit qu'il n'irait nulle part. Ce gamin, avec sa voiture rapide et ses épaules de star du football, n'avait pas été posté ici simplement pour annoncer la mauvaise nouvelle à Garde, quand celui-ci aurait assez cuvé sa gnôle pour revenir parmi les vivants. Est-ce qu'on voudrait me faire croire que Bobby était dans les bois, creusant comme une folle, et qu'elle aurait été assommée par une insolation, alors que son partenaire occasionnel était vautré sur le porche de sa maison, saoul comme une vache? C'est ça? Ouais, c'était une bonne blague, parce qu'elle était censée se trouver aux funérailles de Madame McCausland. Elle est partie au village, je suis resté seul, et j'ai commencé à penser à ce que j'ai vu dimanche. J'ai commencé à penser, et je me suis mis à boire. C'est presque toujours ainsi que ça se passe avec moi. Naturellement, Bobby aurait pu aller aux funérailles, revenir, se changer pour travailler dans les bois et attraper une insolation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le gosse ment. C'est écrit sur son visage, et tout à coup, je suis foutrement content qu'il ne puisse pas lire mes pensées.
Je crois que mademoiselle Anderson préférerait que vous restiez ici pour continuer le travail, dit calmement Bobby Trémin. C'est ce que tu penses demanda Garde. Oui, c'est ce que nous pensons tous, répondit le jeune homme. L'adolescent sembla soudain plus déconcerté que jamais, inquiet, se dandinant d'un pied sur l'autre. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il reste encore des dents et des griffes au petit animal de compagnie toujours ivre de Bobby, hein? Cette pensée entraîna une autre, beaucoup plus étrange, tandis que Gardner regardait le gamin plus attentivement dans la lumière qui virait maintenant à l'orange et aux roses cendrées. Des épaules de star de foot, un beau visage au menton bien marqué qui aurait pu être dessiné par Alex Gordon, la poitrine large, la taille mince. Bobby Trémin, l'américain avec un grand A. Pas étonnant que les filles Colson soient folles de lui, mais cette bouche enfoncée et infirme ne cadrait pas avec le reste. C'étaient eux qui continuaient à perdre leurs dents, pas Gardner. D'accord, mais pourquoi est-il ici? Pour me surveiller, pour être sûr que je ne bougerai pas, quoi qu'il arrive. Eh bien, alors, dit Garde, d'une voix plus douce et plus conciliante, si c'est ce que vous pensez tous. Oui, vraiment, dit Trémin, en se détendant un peu. Alors rentrons et préparons un peu de café. J'en ai besoin. J'ai mal au crâne. Et il faudra qu'on y aille tôt demain matin. Mais tu vas bien m'aider, hein? Demanda-t-il au gamin en le regardant droit dans les yeux. C'est ce qu'ils veulent, non? Oui, monsieur. Gardner opina du chef. Il regarda un instant le hangar. La nuit étant presque tombée, on aurait dit que la brillante lumière verte était tatouée dans les interstices des planches. Son rêve sembla revenir presque à sa portée. Des cordonniers mortels tapant sur des doigts inconnus dans la lueur verte. Jamais la lueur ne lui avait paru si aveuglante, et il remarqua que les yeux de Bobby Trémin se détournaient d'un air gêné quand il regardait dans cette direction. Les paroles d'une vieille chanson flottèrent, pas vraiment par hasard, dans l'esprit de Gardner. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils rient beaucoup derrière la porte verte. Porte verte, quel secret gardes-tu? Et il y avait un bruit, léger, rythmé, impossible à identifier, mais pourtant déplaisant. Tous deux avaient hésité, mais Gardner se dirigea finalement vers la maison et Trémin le suivit avec gratitude. Bon, dit Garde, comme si la conversation n'avait jamais été interrompue. J'ai bien besoin d'aide. Bobby prétend qu'on devrait atteindre une trappe quelconque dans 2 semaines environ, et qu'alors on pourra entrer dans le vaisseau. Oh oui, je sais, dit Bobby sans hésiter. Mais ça, c'est si on y travaillait à 2, dit Garde. Oh, il y aura toujours quelqu'un avec vous, dit Bobby avec un grand sourire. Ah bon, répondit Garde, qui sentit un frisson lui parcourir le dos. Oui, bien sûr, jusqu'au retour de Bobby, précisa Garde. Oui, c'est ça, dit le jeune homme. Sauf qu'il ne pense pas que Bobby reviendra. Jamais. Bon, allez, dit-il, le café. Et puis après, on pourrait manger en morceaux. Oh, ça me va, dit le jeune Trémin. Ils entrèrent dans la maison, laissant le hangar à ses gémissements et à ses marmonnements dans l'obscurité croissante. Au fur et à mesure que le soleil disparaissait, les interstices verts entre les planches gagnaient en luminosité. Un criquet sauta dans le rayon lumineux qu'une des fissures projetait au sol et tomba, mort.